Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Vous avez de la voix et de l'énergie? Eh bien, le Cœur d'Hydro-Québec vous cherche. Des étudiants de 14 institutions scolaires de Laval ont mérité des bourses totalisant 34 000 $ pour des initiatives dans leurs écoles. On en parlera. À 24 heures des élections partielles dans la circonscription de Fabre, 2 candidats viendront nous expliquer pourquoi ils feraient des bons députés. On va vous dévoiler tous les détails d'un concert de Noël bénéfice au profit de TV Laval et de la Fondation Saint-Hubert mettant en vedette le groupe Tocadéo. En parlant des fêtes, la campagne de panier de Noël du Centre de bénévolat de Moisson-Laval bat son plein. Nous étions présents lors du lancement de sa 31e édition. On va recevoir ici en studio l'une des plus grandes photographes au monde pour enfants et notre critique cinéma nous dira ce qu'il a pensé du film de boxe Le Gaucher qui met en vedette Jake Gyllenhaal. L'édition de la semaine du 8 novembre 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, on reçoit Jean et Jean-Paul. J'aurais aimé ça dire Jean et Jean parce qu'en plus, vous avez l'air de 2 jumeaux, vous êtes habillés pareil. Merci. Et vous venez nous parler du Cœur Hydro-Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ben Merci. ouais. Alors, merci beaucoup de venir en studio avec nous pour nous parler de ça. Moi, j'ai fait mes petites recherches. Je sais c'est quoi le Cœur Hydro-Québec. J'aimerais ça que vous me dites c'est quoi, en gros, pour que les auditeurs sachent c'est quoi. Le Cœur Hydro-Québec a été fondé il y a 57 ans. Quand même, Alors, longtemps. c'est un groupe juste composé d'hommes, Juste des hommes. juste des hommes. M. Guy Favreau a été le fondateur en 1958. OK. Puis, avec le nombre des années, justement, dans notre chorale, il y a un ça fait 55 ans qui est avec nous. Il est fidèle. Puis, il y a 2 ans, il y en a un autre qui nous a quittés, mais il avait été là depuis la fondation. Wow. Alors, comme je disais, que le Cœur Hydro-Québec, c'est composé juste d'hommes, parce que si vous remarquez, Hydro-Québec, depuis que c'était fondé, la plupart, ça devait être des hommes. Puis c'était des gens qui travaillaient à l'intérieur d'Hydro-Québec qui ont formé OK. le Cœur. Et aujourd'hui, mais c'est des retraités. OK. Alors, c'est 50 des retraités d'Hydro-Québec, dont Jean-Paul et moi, nous ne sommes pas des gens d'Hydro-Québec. C'est des retraités. Ou des retraités d'Hydro-Québec. Oui. C'est ça. Puis, disons qu'on chante, les chants qu'on fait, c'est des chants populaires, semi-classiques. Puis, on est formé de 4 voix, c'est-à-dire un ténor 1, ténor 2, baryton et basse. Puis il faut combien d'hommes dans votre chœur? Bien, ce qu'on recherche, Ouais. c'est pour ça qu'on a notre recrutement aujourd'hui. La raison d'être qu'on est ici, c'est de recruter d'autres pour monter jusqu'à de 20 à 25 choristes. OK. Et puis, c'est sûr que si on était aussi nombreux que le chœur de l'Armée rouge, Ouais. mais là, ça faudrait grossir pas mal. Mais Ouais. c'est pas On notre va commencer par... c'est pas notre ambition. Puis, vous faites ça pour quel but, en fait? Parce que là, bon, c'est le fun de chanter, c'est le fun... bon, mais est-ce que vous avez des concerts que vous faites? Est-ce qu'il y a certaines activités, événements en particulier? Pourquoi vous faites ça? Nous donnons 15 concerts par année. OK. Puis cette année, disons qu'on a un nouveau directeur. Puis il faut lui donner une chance de nous connaître un peu. Alors, on s'est concentré sur la période de fin novembre et décembre. Alors, nous allons donner pour cette période-ci 9 concerts, fin novembre jusqu'au milieu de décembre. Puis les concerts, est-ce que vous les donnez... est-ce que c'est à la Rive-Sud, la Rive-Nord, Montréal même? Non, on donne des concerts, disons... À Laval, ici, on a quand même 3 concerts. OK. On a un à 505 rue Cardinal. On a Ouais. un autre à 1455 l'Avenir. Puis il y en a un autre, je crois, que C'est au CHLD, il est à Saint-Jean-sur-le-Quartier. Effectivement. OK. Donc, vous en donnez 3 à Laval. Et les autres, vous C'est à Montréal. séparez. OK. C'est à Montréal. À Montréal même. Puis on peut aller même, on est dans le passé, on était jusqu'à Saint-Anne de passer à Saint-Sauveur, là, de toute façon. Ouais. Puis moi, je veux savoir, parce que là, on parle de votre cœur, je veux savoir c'est quoi vos rôles à vous dans le cœur dans le Cœur Hydro-Québec? Bien, moi, je peux vous dire, comme junior, réellement, ça fait 1 an que j'ai joint le chœur de chant.
Entre autres, je suis très emballé parce que réellement, ça me donne une chance aussi de remettre un peu dans les centres de personnes âgées, quand on va voir ces gens-là, qu'on chante devant eux. Je voudrais vous savoir que c'est très important pour eux. Ça les émerveille, puis ça les enthousiasme. Ça fait que c'est très important. Pour moi, ça m'enthousiasme aussi de le faire. Exactement. C'est ça. Puis vous, votre rôle? Moi, je suis relationniste. OK. Puis, donc, je contacte les résidences pour essayer d'aller donner un concert dans chacune des places. Puis, là, bon, vous vous impliquez, vous. Ceux qui font partie du chœur, qui veulent s'impliquer, c'est par raison de combien de fois par semaine, par exemple? Les pratiques sont un soir par semaine, les lundis soirs. Ça se passe à Montréal. Donc, un soir par semaine, c'est pas trop demandé, c'est le fun. C'est pas trop demandé, non, exactement. Puis, moi, je voudrais savoir, avant de finir, un site Internet où on peut avoir vos informations, justement, parce que vous êtes en recrutement. Puis nous, on veut que les gens soient capables d'aller vous identifier facilement. Donc, un site Internet où on peut rejoindre le Chœur Hydro-Québec. Oui, le site Internet, c'est le http, Chœur Hydro-Québec, n'oubliez pas le trait d'union entre Hydro-Québec, .e.monsite.com. Bon, là, ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais il va être en bas de l'écran. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Puis on espère que vous allez avoir quelques hommes. Parce que moi, j'aurais bien voulu vous aider puis venir, mais ça a l'air que c'est juste des hommes. Mais j'espère que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont venir vous voir. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'opportunité aussi. Plaisir. Merci. Le mois dernier, lors d'un gala reconnaissance, des étudiants de 14 institutions de Laval se sont vus remettre des bourses totalisant quelques 34 000 $ pour leur projet coopératif. Pour nous en parler, nous recevons l'agente de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse, section Laval de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, Marie-Josée Laforce. C'est bien ça? Laforge. Laforge. Merci d'être ici, Marie-Josée. Merci pour l'invitation. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire? C'est un regroupement de coopératives en milieu scolaire. Donc, souvent, on va les retrouver dans les cégeps, les universités. C'est ceux qui, en fait, vont tenir les librairies ou les cafétérias. Donc, c'est des magasins, c'est ça? C'est de la fourniture scolaire, entre autres? Fourniture scolaire et cafétéria, donc le volet alimentaire également. Donc, la Fédération, c'est un regroupement de toutes ces coopératives-là. On en a beaucoup, beaucoup à travers le Québec. Et on a également un volet qui est sensibilisation à la coopération. Donc, moi et mes collègues, les agents de promotion à l'entrepreneuriat collectif jeunesse, on va dans les écoles primaires, secondaires, cégep. On va aussi dans les collectivités, vraiment au milieu plus communautaire, pour essayer de démarrer, pour aider les jeunes à démarrer des projets collectifs. Donc, leur faire un peu plus comprendre c'est quoi les valeurs de l'entrepreneuriat et les valeurs de la coopération également. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, parce qu'on appelle ça la COPSCO, hein, c'est bien ça. C'est un réseau qui génère quelques 134 millions de chiffres d'affaires, qui possède des actifs supérieurs à 38 millions de $ et qui appartiennent à plus de 400 000 membres. Les 60 coopératives génèrent plus de 1 500 emplois étudiants en injectant quelques 3 500 $ en salaire, justement, dans cette coopérative-là. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces jeunes-là en leur donnant cet argent-là pour réaliser des projets coopératifs? Okay. Lors du gala, exactement, comme je l'avais dit, on a donné de l'argent à plusieurs projets coopératifs. Donc, à travers le Québec, en fait, des agents comme nous, il y en a plusieurs. On essaie toujours de démarrer des projets avec les jeunes, des projets qui vont être pour améliorer leur communauté ou pour améliorer la vie à l'école, que ce soit des radios étudiantes, des cafés étudiants, des petites entreprises de vente de pain, de vente de muffins, de création d'un petit journal étudiant qui vont vendre par la suite. Bref, toutes sortes de petites entreprises. Donc, à Laval, on a été super chanceux cette année. On avait accès à beaucoup de financement pour les aider finalement à démarrer ces projets-là. Parce qu'on ne se le cachera pas, démarrer un projet, on est jeune, on a des belles idées, mais on n'a pas nécessairement l'argent pour le faire. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est un coup de pouce qu'on leur donnait finalement. Est-ce que vous leur donniez carte blanche ou vous les orientiez un peu? Évidemment, il y avait des demandes de financement à réaliser. Donc, il fallait qu'ils nous présentent un budget. Il fallait qu'ils nous présentent c'était quoi l'essence du projet, à quoi ça allait servir, à quels besoins ça allait répondre, combien de personnes étaient intégrées dans le projet, combien de personnes allaient être touchées directement ou indirectement par le projet également. Mais une fois qu'ils ont l'argent, on leur donne quand même carte blanche pour réaliser leur projet dans le cadre de ce qu'ils nous ont défini à la base. Est-ce qu'ils doivent arriver avec un certain résultat, étant donné qu'il y a eu de l'argent investi? On leur impose pas un résultat, mais on leur demande de nous faire un bilan
à la mi-année et à la fin année pour qu'on puisse savoir vraiment, pour que nous, on puisse chiffrer finalement les résultats, comment ça a été, et les aider en milieu de projet si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si dans le bilan, ça dit « Oh, bien, on manque de telle notion où on aurait besoin d'un peu plus d'aide en termes de communication. » Nous, on est là pour les aider Donc, c'est également. du mentorat que vous faites d'une certaine façon. D'une certaine façon. Et ça va primaire, secondaire, collégial et même universitaire? Oui, tout à fait. À Laval, on n'a pas eu de groupe universitaire qui ont fait de demande de financement, mais ça l'aurait pu, effectivement. Et ce sont des jeunes entre quel âge et quel âge? En fait, c'est entre 5 et 35 ans, la braguette d'âge, mais évidemment, là, on ne touche pas les 5 ans pour l'instant, ni les 35 ans. Donc, à Laval, au gala, on avait plus du 10-22 ans environ. Et je vais, entre autres, mentionner 3 projets, vous les savez, parce qu'ils ont gagné. Il y a l'école primaire L'Aquarelle, dont l'objectif est de faire la promotion des saines habitudes de vie, qui font faire pédaler les élèves pendant l'heure de classe sur un vélo stationnaire. Le but étant de cumuler des kilomètres pour faire le tour du Canada et ainsi découvrir sa géographie en détail. C'est extraordinaire d'avoir mêlé les deux. C'est tellement un beau projet, là. Il mêle le vélo, la saine alimentation, la sécurité à vélo également, la géographie, le tourisme. Donc, tous les jeunes, ils ont différents comités et ils vont travailler dans ces comités-là pour faire finalement découvrir au restant de l'école, au restant de la classe, du moins, toutes les villes ou les provinces dans lesquelles ils vont traverser. Puis évidemment, à l'école, ils doivent pédaler. Donc, ça stimule aussi leur cerveau. Bien et sûr. Tout pour être J'en dis 2 autres, parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Collège Le Tendre qui consiste à organiser une journée d'activité hivernale pour faire découvrir les joies de cette saison à de nouveaux arrivants d'une école primaire d'un milieu défavorisé. Et au Collège Montmorency, créer un jardin autosuffisant sur le toit du collège dans lequel plusieurs fruits et légumes indigènes du Québec seraient cultivés afin d'améliorer l'accès des étudiants à ces aliments frais. Ça fait le tour. C'était la première édition ou c'était une... C'était la première édition. Il va y en avoir une autre, c'est sûr. On espère, on espère. Puis vous êtes toujours invité ici à Laval et compagnie. Parfait. Merci Marie-Josée. Alors, pour plus de détails, www.fqms.com. Mélanie Rodriguez-Garon, l'ostéopathe attitrée de l'équipe de Laval et compagnie, est de retour avec nous cette semaine pour nous parler cette fois des motifs de consultation les plus fréquents à sa clinique. Bonjour Mélanie. Bonjour Émilie. Alors, c'est pourquoi les gens vont te consulter principalement? Qu'est-ce qui revient le plus? Majoritairement du temps, mes patients viennent souvent pour des problèmes de cou. Ça veut dire des cervicalgies, douleurs au niveau du cou, raideur. Les cervicalgies? Oui, cervicalgies, oui. Exactement. Puis les cervicalgies, qu'est-ce qu'ils peuvent entraîner comme douleur? Souvent, ça va être des migraines, douleurs au niveau des omoplates, engourdissement au niveau des bras aussi ou des picotements. Alors, un trouble mécanique dans le cou peut vraiment causer des migraines? Exactement. Si c'est les cervicales hautes, ça peut créer des tensions et créer des migraines aussi. Et est-ce que ça se peut qu'il n'y ait aucun problème point de vue physique, mais que ce soit de la tension ou du stress qui causerait la douleur? Oui. Tension, stress, mauvaise position au travail, la manière qu'ils peuvent dormir aussi, le sommeil, ça peut être un des facteurs aussi. Et puis tu me parlais tout à l'heure des gens qui mordent les dents pendant le sommeil. Souvent, les gens, si mettons, ils serrent les dents durant la nuit, ça peut créer une tension au niveau des cervicales, au niveau du cou, et ça peut créer des migraines aussi, des tensions dans le cou aussi. L'angoisse et l'anxiété peut faire en sorte qu'on mord vraiment les dents sans s'en rendre compte la nuit en dormant. Oui. C'est fou, ça. Et à ce moment-là, tu proposes quoi comme traitement? Mais premièrement, j'essaie de cibler c'est quoi la cause des tensions musculaires. Qu'est-ce qui crée cette tension-là chez les patients? Avec un questionnaire, bien sûr. Fait que je leur demande c'est quoi leur habitude de vie. Quel genre de travail qu'ils font. Ce sont des gens de la construction, mouvements répétitifs, les têtes, mettons, trop penchées vers l'arrière ou trop penchées vers l'avant, peut créer des tensions musculaires. Si les gens ont déjà eu un accident de voiture ou un accident quelconque, ça peut créer des tensions aussi, ou tout simplement l'entraînement. Fait que quand on cible de où proviennent les tensions, à ce moment-là, mon traitement est mieux adapté après. Tu fais un traitement au niveau seulement physique, là? Oui, on traite. Par rapport à l'alimentation, ça ne change rien. Ça ne change rien, mais c'est toujours bon de demander c'est quoi les habitudes de vie pour toujours donner un bon enseignement à tes patients pour leur donner une meilleure habitude de vie possible. Et si c'est relié au travail, on fait quoi à ce moment-là? C'est ma job. Qu'est-ce que je peux faire, Mélanie? Si, mettons, c'est relié au travail puis ils ont vraiment des positions statiques pendant une certaine longue période de temps, mais je leur dis soit de mettre une alarme ou, mettons, aux heures, aux 45 minutes, de juste de se lever, se mettre debout, faire des étirements au niveau du cou. Ça soulage vraiment beaucoup. Et on doit parler à notre patron ou, pour le mettre au courant qu'on va prendre des petites pauses de temps en temps.
Puis pour ce qui est du sport, ben, il faut limiter l'activité, j'imagine, limiter le mouvement répétitif qui crée la douleur. Au niveau du sport, qu'est-ce qui est conseillé de faire? C'est soit, si on n'a pas d'entraîneur, mettons, de juste prendre un entraîneur pour une session ou deux, pour juste avoir quelqu'un kinésiologue qui peut vraiment regarder la position de la personne qui fait l'entraînement physique. Parce que quand tu as une bonne position adéquate, ça enlève beaucoup les tensions. Et Mélanie, la maladie du 21e siècle, les iPods, iPad, iPhone, etc., la tête toujours penchée comme ça. Oui, ça, c'est un autre facteur récurrent que je vois aussi souvent, mais surtout chez les enfants. Vraiment, dès un jeune âge, ils sont tellement souvent sur leur iPad ou leur iPhone que ça crée des tensions au niveau du cou. Fait qu'encore la même chose. C'est juste de prendre des pauses, d'être moins souvent la tête penchée ou juste de prendre, mettons, un oreiller, quelque chose pour soulever, pour garder la tête un peu plus haute. Ça peut aider aussi à limiter les tensions au niveau du cou. Ou, en tant que parent, on peut aussi limiter l'utilisation. Exactement, puis jouer dehors un peu plus. Ouais. Et le mauvais sommeil, l'oreiller, ça, on en a parlé, donc ça vaut la peine d'investir dans un bon oreiller. Tout à fait. Un bon matelas aussi. Oui, exactement. Pour avoir un bon sommeil. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ceux qui souffrent de migraine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de migraine qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pour les migraines, il y a plusieurs affaires à faire. Il faut juste cibler de où qu'elle provient la migraine. Si c'est vraiment des migraines, il y a de la médication que les médecins peuvent prescrire. Mais si c'est une migraine de tension, c'est-à-dire c'est à cause du cou ou de la mâchoire, on peut consulter un dentiste qui va être spécialisé au niveau de l'ATM, de l'articulation de la mâchoire. Ici, c'est vraiment des tensions musculaires, soit la massothérapie, l'ostéopathie, physiothérapie peut aider aussi. Et c'est quoi le nom de ta clinique, Mélanie, pour ceux qui ont envie d'aller te consulter? Clinique familiale et sportive à Laval. À Laval, bien, tu vas revenir pour d'autres chroniques. On se voit la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Parfait. Merci, Mélanie. Bienvenue. Dans quelques heures, le Québec sera en élection partielle pour remplacer les 4 députés démissionnaires qui vont bien sûr devoir trouver des remplaçants. Mon prochain invité est l'un des 7 candidats de la circonscription de Fabre. Il est du Parti québécois. Il a pour nom Djibril Akaboun Lefrançois. Djibril, bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Bonjour à vos auditeurs. Ça n'a pas dû être facile de faire votre campagne pendant qu'il y avait la campagne fédérale en même temps. Est-ce que vous avez réussi à quand même passer votre message? En fait, au départ, ça a été assez compliqué. Effectivement, beaucoup de gens, lorsque je me présentais en porte-à-porte, les gens ne savaient même pas qu'ils étaient en élection partielle provinciale. Les gens étaient étonnés, un peu perdus, mais assez rapidement, en s'expliquant, ils comprenaient en fait que, bon, avec le départ du député libéral, M. Ouimet, il fallait un nouveau représentant pour les citoyens de Fabre. Et donc, maintenant, avec la fédérale terminée, ça s'éclaircit. Bon, justement, parlez-moi de vous, de votre parcours. Oui, bien, en fait, je suis un jeune Lavallois. Je suis né à la Cité de la Santé. J'ai grandi, j'ai vécu à Laval. J'ai 28 ans. Ma mère est québécoise, mon père est marocain, d'où le nom Djibril Akaboun Lefrançois. Et, bon, moi, ça fait très longtemps que je m'implique sur le territoire lavallois. Vous étiez en politique municipale auparavant. Effectivement, en fait. Donc, je travaillais avec les conseillers municipaux de la ville de Laval. Mon travail était de faire le lien entre les organismes communautaires, les citoyens et les conseillers municipaux. Donc, c'est vraiment sur le terrain que j'ai pu voir, en fait, l'effet des coupures d'austérité du gouvernement libéral, comme quoi les organismes disaient qu'ils avaient de plus en plus de besoins et de moins en moins de moyens pour combler ces besoins. Même chose pour les citoyens qui se retrouvent avec un fardeau de plus en plus lourd sur leurs épaules pour aider leurs propres enfants, parce qu'on parle des coupures, en fait, au niveau primaire et secondaire. En faisant mon porte-à-porte, plusieurs parents, un parent en particulier m'a montré l'exemple en me disant que sa fille avait des difficultés d'apprentissage et que pour pallier aux coupures, il fallait maintenant qu'elle se trouve un deuxième emploi. Donc, je trouve ça horrible. Bon, dépeignez-moi le portrait démographique et socio-économique de Fabre. En fait, Fabre est un comté qui est extrêmement jeune. Beaucoup de jeunes familles, surtout lorsqu'on parle de Sainte-Dorothée et autres. On a beaucoup de jeunes familles qui sont de niveau scolaire assez avancé. Pour le sud du comté, une bonne condition économique. Lorsqu'on tombe en fait plus au nord du comté, on a toute la section Fabreville-Ouest, Laval-Ouest, qui elle aussi commence à se développer de plus en plus. Et bien sûr, au centre du comté, on a le magnifique espace vert, donc les boisés Sainte-Dorothée, les nombreuses zones agricoles aussi. Qu'est-ce que vous allez... En fait, que promettez-vous ou quel geste allez-vous poser si vous êtes élu député de cette circonscription? Bien, en premier lieu, c'est sûr, je suis parfaitement conscient que le fait de mon élection, le 9 novembre prochain, ne changera pas la composition du gouvernement libéral. Ça va être quand même le gouvernement libéral qui va être encore en place. Cependant, ça permet aux citoyens de Fabre d'avoir une occasion d'envoyer un message clair à M. Couillard, comme quoi les coupures d'austérité, ça ne fonctionne pas, que ça fait mal aux familles et que ce n'est pas la bonne direction à prendre si on veut relancer notre économie ici au Québec.
Il y a 6 autres candidats qui ont des bonnes qualités eux aussi. Vous, en quoi êtes-vous qualifié pour être justement ce député-là qu'on cherche? Ma plus grande force, c'est mon implication sur le niveau du terrain. J'adore rencontrer les citoyens parce que je crois que si on veut représenter les citoyens, il faut d'abord se présenter à eux. Il faut d'abord aller à leur rencontre, les écouter, discuter avec eux pour comprendre les impacts des décisions du gouvernement et par la suite les ramener à l'Assemblée nationale pour faire passer le message. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'impliqué, jeune et dynamique. Et c'est mon énergie que je veux mettre au profit des citoyens de Fabre. Vous avez sûrement vu quand même qu'au cours des 49 années électorales d'histoire de Fabre, 31 de ces années-là ont été détenues par des députés libéraux. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer la donne? Bien, en fait, il y a déjà eu quand même il y a quand même eu 3 députés du Parti québécois, dont Bernard Landry, Joseph Facal, M. Michel Leduc aussi. Donc, il y a quand même un passé péquiste ici à Laval. Ce que j'aimerais, en fait, je pense qu'en fait, un candidat du Parti québécois va être beaucoup plus proche du terrain pour les citoyens. Mon expérience aussi municipale me fait, moi, un bon porte-parole entre les deux niveaux de pouvoir. Je laisse 30 secondes pour vous adresser directement à la caméra à vos citoyens qui vont vous élire. Merci. Bonjour aux citoyens de Fabre. En fait, donc, je me présente à nouveau, Jibril Akaboun-Lefrançois. Je veux que le 9 novembre, vous puissiez envoyer un message clair au gouvernement Couillard afin de dire non aux politiques d'austérité qui font mal aux familles, font mal aux personnes âgées et qui ne fonctionnent surtout pas. Donc, j'aimerais que le 9 novembre, tous ensemble, on puisse se présenter et envoyer un message au gouvernement Couillard. Si on veut plus de détails, JibrilLefrançois.org, JibrilLefrançois.org pour avoir tous les détails. Je vous invite aussi à voir la page Facebook. Oui, c'est vrai. Très intéressant. On y met toutes les activités qu'on a sur le terrain, les nombreux organismes qu'on rencontre, les réactions des citoyens aussi qu'on cogne à leur porte. C'est tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. Je vous souhaite la meilleure des chances. C'est un grand plaisir. Merci, Jibril. Merci à vous. Le 15 décembre prochain aura lieu un concert bénéfice du groupe Tocadéo à la salle André-Mathieu, au profit de TV Laval, mais également de la Fondation Saint-Hubert. Celle qui est derrière l'idée de cet événement, vous la connaissez bien, là, pour nous, Peggy Belland. Elle est accompagnée de sa maman, Lise Lamarre. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Toi, c'est pas la première fois. Vous, c'est la première fois, par exemple, qu'on fait une entrevue ensemble. C'est venu d'où cette idée du concert bénéfice, Peggy? Bien, en fait, tu sais que je suis un peu groupie de la télé de Laval. Je crois beaucoup aux médias communautaires. Puis en fait, Eduardo, ça faisait longtemps qu'il voulait faire une levée de fonds pour la télévision de Laval. On en discutait et tout ça. Puis... Peut-être juste préciser qu'Eduardo, c'est Eduardo Dacosta, le directeur général de la télé ici. C'est ça, exact. Puis il me parlait de ça, puis il m'a dit « Peggy, j'aimerais ça que tu me soutiennes, puis tu t'embarques avec moi dans ce beau projet-là. » Puis moi, bien, j'ai dit oui tout de suite. Alors, quand il nous a proposé d'être famille optimiste d'honneur, je sais pas si je dis le titre comme il faut, là, mais on est la famille d'honneur optimiste. Ça m'a vraiment fait plaisir d'embarquer dans son idée. Parce que tu me l'as souvent dit dans nos différentes chroniques que ton goût du bénévolat s'est passé par moment. Et cette année, ce sont les optimistes qui vont aider à vendre les billets de ce concert-là. C'est ça, Lise? Oui. Oui. Mais dans le fond, le mouvement optimiste, tu peux peut-être en parler. Oui, c'est quoi, juste, le mouvement optimiste? Disons, la mission des clubs optimistes en tant que tel, c'est de favoriser le positivisme tout en réalisant des activités pour eux, de jeunesse et communautaire, dans le but d'inspirer le meilleur chez ceux-ci à travers nos réalisations. Y en a-tu beaucoup d'optimistes ici dans la région de Laval, Peggy? Bien, sur le territoire du District-Ouest du Québec... On a 67 clubs optimistes. Nous desservons les clubs optimistes de l'Outaouais jusqu'en Abitibi. Donc, cette année, ce sont les optimistes qui vont s'arranger dans leur réseau pour vendre, entre autres, des billets. Oui. Pourquoi est-ce que TV Laval et Fondation Saint-Hubert se sont joints là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on coupe les profits en deux, finalement? Oui, bien, en fait, la mission d'une télévision communautaire, on l'oublie, mais c'est là pour ses citoyens. Donc, l'idée est de soutenir la télévision, mais tout en soutenant la communauté. Donc, d'aller chercher la Fondation Saint-Hubert, qui a une très belle mission. Eux aussi ont dans leur mandat de soutenir les familles et la communauté, tout comme les optimistes ont le mandat de soutenir les jeunes dans le positivisme.
Donc, c'était de naturel d'aller chercher d'autres causes pour permettre le rayonnement de ces gens-là aussi, pas juste ceux de la télévision. Bon, on a beau dire le groupe Tocadéo, que la majorité des gens les connaissent, mais c'est pas vrai, pas tout le monde, en fait. Ils ont été formés en 2008. Ils mettent en vedette, c'est un quatuor vocal, Danny Laliberté, René Lajoie, Benoît Miron, Patrick Olafson. Ils ont fait 4 albums jusqu'à présent, plus de 200 spectacles au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Ils ont été en France et même en Roumanie. Justement, je vous montre un extrait de leur spectacle de Noël. Merry, Merry, Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Gaily ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. On this end, on without end, their joyful tone to every home. Hark how the bells. Christmas is here. Joyeux Noël! Si je me trompe pas, Peggy, Élise, il me semble que la salle André-Mathieu, c'est à peu près quoi, 800 places ou à peu près? Oui, c'est 800 à 1000 personnes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais l'objectif, c'est de la remplir. C'est de parler-en aux gens. Vous allez avoir un spectacle, c'est 45 en arrière, puis les sièges en avant, c'est 65 $. Donc, pour une soirée comme celle-ci, c'est très abordable. Puis tous les argents sont remis pour la bonne cause. Bon, justement, je vais prendre la dernière minute de cette entrevue pour dire aux gens comment se procurer ces billets. Il faut peut-être juste rajouter qu'il y a un frais de 5,50 $ qui s'ajoute au prix du billet de 45 ou 65. Je veux juste vous en avertir tout de suite, OK? On peut acheter les billets en venant pendant les heures de bureau ici au 1867 boulevard industriel à Laval, donc à TV Laval. Sinon, vous pouvez vous rendre directement à la billetterie de la salle André-Mathieu qui est située au 475 rue de l'Avenir. Et ça, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et la fin de semaine, le samedi, de midi à 20h. Sinon, par téléphone, carte de crédit, vous pouvez acheter votre billet. 450-667-2040. Sinon, en ligne, salleandrémathieu.com. Et je vous rappelle, c'est 65 $ pour les billets en avant, 45 $ pour les billets au parterre avec un frais de 5,50 $ de plus. Ce sont des frais de manutention. Et le spectacle de Noël au profit de la Fondation Saint-Hubert et TV Laval a lieu mardi, le 15 décembre à 19h30 à la salle André-Mathieu. Petit message aux optimistes qui nous regardent. Oui, les optimistes, une belle vitrine pour nous faire connaître. Donc, je vous invite à partager l'information dans vos clubs, puis on espère vous voir en grand nombre. Merci, maman. Merci, Lise. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. Allez, achetez vos billets le plus rapidement possible. L'association Bouge ton parc vise à offrir aux résidents du secteur du parc Lausanne un lieu rassembleur et identitaire par le biais d'activités sportives. Nous recevons M. Michel Reeves, qui est fondateur du projet. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien vous-même. Donc, j'aborde fièrement le T-shirt de Bouge ton parc, qui est porté par vos bénévoles, d'ailleurs. Ouais. Comment vous est venue l'idée de fonder... C'est un organisme à but non lucratif. Exactement. Comment vous est venue cette idée-là? Écoutez, mon fils jouait énormément au football et puis bon, il a terminé sa carrière. Il se retrouve en plein après-midi au Parc Lausanne alors qu'il est fermé aux citoyens. Et il y a un policier qui lui a donné une contravention. Il est revenu à la maison assez en colère. Et moi, de me dire, mais ça n'a pas de bon sens, en plein jour, un parc de cette envergure, on n'a pas le droit de l'utiliser, je suis un payeur de taxes, et ainsi de suite. Alors, je me suis dit, je vais aller voir... le politique et je vais m'impliquer. On va arrêter de chialer, on va agir. Donc, je me suis impliqué au niveau municipal. J'ai fait du porte-à-porte avec M. David de Cotis et je me suis rendu compte que les citoyens avaient énormément d'attentes face à ce parc-là, qui, soit dit en passant, est le 3e plus gros parc à Laval. Donc, il m'est venu l'idée d'offrir aux citoyens un lieu rassembleur par le biais d'une course. 1, 2, 5, 10 kilomètres. La première édition était au mois de septembre. Vous-même, vous en faites de la course depuis longtemps. Oui, oui. Il ne faut pas me regarder là, parce que là, on est rendu à l'automne. Mais oui, l'été, je perds du poids et puis je fais des triathlons. Mais on parle de triathlon amateur, là, des petits sprints, mais très agréable. J'aime beaucoup faire du sport. Et depuis que je me suis mis à la course, bien, je peux vous dire que tout le monde court chez moi. Et tous et chacun me battent. Mais c'est bon pour la santé, même mentalement, courir. Ah, tout à fait. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits pour toute la famille.
Tout à fait, tout à fait. Puis quand on ne court pas, on est mal à l'aise. On sort nos toxines, on va chercher, on va sécréter des endorphines. On appelle ça des hormones du bonheur. Là, en tout cas, bref, c'est très agréable de courir. Puis ça fait du bien, puis on s'oxygène. Mais ce qui est encore plus plaisant, c'est de constater l'engouement des jeunes puis des parents. Et là, on parle même d'enfants qui peuvent courir le 1 km. Absolument. D'ailleurs, la plupart des participants du 1 km sont très, très jeunes. Puis les parents, ça va même jusqu'à des poussettes. Et puis, évidemment, on s'assure qu'ils partent derrière pour pas qu'il y ait de problème. Mais vous devriez voir le sourire de ces jeunes-là lorsqu'on leur rend une médaille, qu'on leur met à tous les participants du premier kilomètre, on leur donne une médaille. Et pour certains d'entre eux, c'est leur première course, leur premier événement. Et c'est de voir tous ces sourires-là. Il y a quelque chose de rassembleur et puis de convivial. Et puis, si le beau temps fait partie de l'événement, c'est encore plus extraordinaire. Et là, la beauté, c'est que les frais d'inscription à la course, ça va à la communauté après. Bon, écoutez, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de remettre des fonds. Alors, évidemment, il y a certaines conditions. Il faut d'abord venir de Vimont ou d'Auteuil, très important pour nous, parce qu'on s'adresse d'abord et avant tout au local. Il y a eu 4 organismes, dont le Relais familial, Boisé-Vimont, une CPE et 2 écoles. On leur a retourné 50 de leurs frais d'inscription. Ces montants-là ont permis d'acheter du matériel pour les gymnases. Et cette année, pour la 3e édition, nous visons beaucoup plus de participants. Nous visons un gros 1000 participants. Et cette année, ça va être le 15 mai. 15 mai 2016. On peut déjà s'inscrire? Pas encore. J'ai une réunion ce soir, justement, avec le conseil d'administration pour mettre de l'avant toute cette élaboration-là. Et ça va plutôt être à compter de janvier qu'on va pouvoir s'inscrire. À compter de janvier, on peut s'inscrire sur le site Internet bougetonparc.com. Oui, tout à fait. Vous allez être redirigé vers le site d'inscription, puis c'est évidemment sécurisé. Et vous pouvez faire ça en toute confiance. Et si on a des questions, on peut vous écrire? Absolument. Reeves Michel à commercial-saintpatico.ca. Et en terminant, je me demandais, est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des demi-marathons, marathons? Écoutez, ça fait partie de mes plans. Toutefois, une organisation de ce type, ça prend beaucoup de partenaires. Et je caresse ce rêve ultime d'offrir un premier marathon à Laval. Mais il va y avoir beaucoup d'efforts à fournir de part et d'autre. Il y a déjà les pompiers qui font un travail exemplaire pour le demi-marathon. Vous savez, les rêves, tout est possible. Vous m'inspirez confiance. Merci, M. Reeves. Je vous en prie. L'automne est arrivé. Ben oui, l'automne est arrivé. Pour moi, c'est pas le 21 septembre que l'automne arrive, c'est quand on procède au lancement de la campagne des paniers de Noël. Ça, c'est inéluctable, ça arrive comme la chute des feuilles à tous les ans. C'est la 31e campagne de paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval. 31e campagne dont on procède au lancement aujourd'hui. Je voudrais souligner la constance d'une personne qui était là à la toute première campagne de panier. Je parle donc de la directrice générale actuelle du Centre de bénévolat de Laval, Mme Kathleen Gagnon. Madame Gagnon, j'aimerais ça vous nous adressiez la parole un peu là. Hein, s'il vous plaît. Chers amis, bénévoles, donateurs et partenaires,
Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le lancement de cette campagne de Penny Noël. Que direz-vous si je vous parle d'entraide, de respect et de partage? Parce qu'au Centre de bénévolat et Moisson Laval, l'approche des fêtes revêt toujours une couleur très spéciale. Ces mots sont au cœur même de notre mission. Et ils prennent particulièrement tout leur sens par l'action déployée et l'engagement soutenu envers notre communauté. Chaque don, chaque geste contribue au mieux-être du grand nombre de gens issus de notre collectivité, leur permettant de vivre dans la dignité. Un merci gigantesque également à tous nos donateurs actuels et futurs pour notre contribution et votre fidélité. Merci de votre générosité sans fin. Notre prochain invité vient de remporter la première place d'une compétition internationale et très prestigieuse organisée par l'Association nationale des photographes professionnels d'enfants. Elle est de Saint-Vincent-de-Paul. Elle est du studio Juste Ciel Photographie. Isabelle Gauthier, bienvenue à Laval et compagnie. D'abord, bravo. Merci. C'est la deuxième fois que cette association reconnaît une de vos photos. Effectivement. L'année dernière, c'était un deuxième prix. Cette année, c'est un premier. Exact. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'une photographe comme vous, justement, d'avoir cette reconnaissance-là à l'échelle mondiale? Ça fait très, très plaisir. Souvent, notre seule récompense, c'est notre propre satisfaction. Donc, d'être reconnu et par des pairs, par des professionnels de la photographie, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est une spécialité, et on le mentionne, et je pense toujours à Anne Gaddis, qui s'en est fait une spécialité qui est même, d'ailleurs, je pense, la plus réputée dans le domaine. Vous, c'est vraiment les enfants et les bébés. Oui, surtout. Pourquoi? Ils sont très spontanés. C'est la vraie vie. Les vrais enfants, ils font pas semblant. Non, donc, c'est très gratifiant de les prendre, et surtout sachant qu'ils vont changer aussi rapidement. Bon, on va montrer la photo à l'écran. Elle s'appelle Snack Time. Vous l'avez captée à quel endroit? Au Parc Safari. Et c'est un petit garçon, Jaden, qui a quel âge? Il a 3 ans. Et il est un petit peu timide. Ses parents m'avaient dit qu'il aimait les animaux et que c'est au Parc Safari, ils habitent non loin, qui était le plus à l'aise. Donc, c'est là qu'on est allé. Et effectivement, c'était clair qu'il était très à l'aise. Il était habitué de nourrir les animaux venaient vers lui et il n'avait pas peur du tout. Et la photo a été captée entre 2 endroits où on s'est arrêté pour le prendre. Et entre 2 endroits, bien, c'est ça. Il y a des chevreuils qui se sont approchés doucement et il a fait un petit jeu avec eux. Vous l'avez capté sur le vif, vous ne saviez pas que ça allait arriver, ça? Non, pas du tout. C'est ça. Souvent, une photo, c'est ça, c'est un millième de seconde. Oui, oui. On peut compter sur les enfants pour nous faire des surprises aussi. Ouais. Vous faites aussi beaucoup de photos avec des bébés qui dorment. Oui. C'est tellement magnifique. Est-ce que c'est beaucoup d'ouvrage pour vous de mettre en place cette ambiance-là pour qu'un enfant vienne à dormir, un bébé même? Oui, on a toujours l'impression qu'ils dorment dur et tout le temps, les bébés naissants, parce que c'est pris habituellement dans les 2 premières semaines de vie. Mais c'est assez difficile parce que c'est nouveau pour eux qu'ils ont quelques jours. Ils commencent à apprendre leurs habitudes, à dormir, à digérer. Tout est nouveau. Donc, souvent, c'est très long. Il faut les endormir, il faut les mettre bien à l'aise dans notre environnement. Il fait chaud, on s'arrange pour que ça soit le plus confortable possible et on les place. Il y a même des pauses déjà prédéfinies, les accessoires et tout. Ils sont confortables, mais il faut quand même les amener en position. Est-ce que ça explique pourquoi c'est surtout des femmes qui font ce genre de photos-là avec des enfants et des bébés? J'imagine.
J'imagine, oui. Il y a un lien, surtout quand on est mère, on apprécie beaucoup, mais il y a des hommes aussi. Mais c'est vrai que le métier, même des photographes d'enfants, même dans l'association, c'est principalement des femmes. Quand vous croquez une photo, est-ce que vous savez instinctivement que c'est une bonne photo? Oui. 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 Je travaille jusqu'à temps que j'aille celle que je sais qui est la bonne. Vous le savez. Et les photos, on peut les travailler maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire à une certaine époque. Mon père est photographe d'ailleurs. Il y avait la chambre noire dans le sous-sol avec les produits chimiques et tout, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, est-ce que ça vient aider votre travail? Oui, ça nous permet de magnifier ce qui est là. Ça nous permet... il y a toujours d'autres techniques. Hein. On avait des techniques en chambre noire. Photoshop, c'est un petit peu une chambre noire digitale. De plus en plus, c'est sûr que ça nous permet encore plus de fantaisie. On peut substituer beaucoup plus facilement que dans les anciennes techniques. Mais de capter la bonne image reste le cœur d'une bonne image. Tout le monde a un appareil photo avec son téléphone cellulaire maintenant, mais ça ne fait pas un bon photographe pour autant. Ça... Non, c'est sûr que la qualité de l'image reste inférieure, mais c'est intéressant de travailler quand même avec un cellulaire, juste pour les restrictions que ça a au niveau de même moi, d'être photographe. J'aime ça travailler. Oui, parce que je trouve que c'est tellement... il y a tellement de petites restrictions que ça nous force à vraiment aller chercher. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet d'Isabelle Gauthier pour voir ses photos. C'est justeciel.ca, justeciel.ca. Vous allez voir, là, elle n'a pas volé son premier prix. Félicitations, Isabelle. Merci. Merci. Il a à peine 90 ans, mais il a la tête pleine de belles histoires. C'est un produit issu de l'île Jésus. Maurice Prévost, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Maurice, ça fait plaisir, Maurice. Mais Maurice, dis-moi, où es-tu né? Je suis né à Saint-Adéard, dans la paroisse Saint-Adéard, près de l'église dans Saint-Adéard. Ah, ton père était cultivateur, je suppose. Mon père était cultivateur, et puis toute la famille était cultivateur, sauf moi qui s'est éloigné un peu en allant... en faisant mon cours classique à Sainte-Thérèse. Ah, tu as fait ton cours classique à Sainte-Thérèse, mais auparavant, je pense que je crois que tu avais fait des études ici à Laval. Oui, j'ai été au Collège Laval avant. Tu as fréquenté le Collège Laval? Oui, 1 an, oui. Et 1 an. Et tu as eu, au Collège Laval, tu as eu la chance de rencontrer un personnage illustre pour Laval. Mais tu as connu M. Lavoie, je crois. Oui, M. Lavoie, quand j'allais dans cette salle de récréation, les plus jeunes, on était sur ce côté-là, mais encore plus jeunes étaient au bout, puis il y avait une petite salle pour eux autres, puis je voyais Jean-Noël Lavoie qui était haut comme 3 pommes. Oui, oui, oui. Et puis je le voyais, puis j'avais parlé 1 ou 2 fois, je sais bien, et puis... Qui aurait cru, hein? Qui aurait cru qu'il serait devenu le ministre et puis le créateur, le fondateur de Ville-Laval? Ben oui. Maurice Prévost, où tu demeurais, Saint-Éziard, ça portait un autre nom, ce secteur-là. Bien, c'était le village Saint-Éziard. Oui. Nous autres, ça n'a jamais changé de nom. Mais on avait une section qui portait le nom de Cap-Saint-Martin. Ah, Cap-Saint-Martin. Alors, dans le village Saint-Éziard, il y avait le Cap-Saint-Martin. Et puis, le canton Bélanger, qui faisait partie aussi de la paroisse Saint-Éziard. Ah bon? Canton Bélanger. Saint-Éziard, c'était exclusivement des cultivateurs. OK. Des rentiers. Alors, Saint-Éziard, le cultivateur, puis canton Bélanger? Canton Bélanger, c'était des tailleurs de pierre. Tailleurs de pierre. Ah bon? Tandis qu'au Cap-Saint-Martin, c'était de la pierre concassée. Ah bon? Et puis, mais tout ce monde-là travaillait dans la pierre. On les appelait les hommes de pierre. Oui. Alors c'était... Mais il y avait quelque chose... Qu'est-ce qui faisait que c'était si important? Il y avait la gare aussi, je crois, qui jouait un rôle assez important dans le village, hein? La gare. La gare Saint-Martin, certain, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autobus, il y avait seulement que le train pour communiquer à Montréal. Et puis, bon, tout le monde allait là. Il y avait un flot continuel de voyageurs. Et puis aussi, tout le matériel rentrait par là. Mettons, quand mon père commandait un char de moulis pour les animaux, Camille Prévost, le marchand général, disait... Va à la gare, le train est là, puis les portes sont ouvertes, puis décharge ça, transporte ça chez vous. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Non, il y avait un téléphone, oui, chez Camille Prévost, mais les cultivateurs n'avaient pas de téléphone. Pas de téléphone, hein? Alors, la communication se faisait de bouche à oreille, comme ça. Le premier téléphone qu'on avait le plus près, c'était Camille Prévost, puis c'est à la ferme Maitland. OK.
On avait une ferme qui avait 22 000 pondeuses à Montémonette. 22 000 pondeuses, toutes des Ligornes. Et puis, c'était formidable de voir ça. Mais chez vous, vous aviez aussi beaucoup de moutons. Vous aviez une ferme, vous aviez des vaches, une ferme laitière. Une ferme complète avec 25 à 30 vaches à lait qu'on fournissait notre lait à Montréal. Et puis, nous avions des moutons. Avions, quelques centaines de moutons? Hein? Quelques centaines de moutons? Pas des centaines, mais on avait 25 moutons. 25 moutons. C'était pour la laine, parce que tous nos habits étaient manufacturés à la main. Tricotés. Ils étaient tricotés. Oui. Puis, ma mère, comme ma mère n'avait pas le temps de tricoter, elle donnait ça en sous-contrat. Maintenant, si on revient au village de ça, au village de Saint-Ésiard, il y avait 2 hôtels principaux. Il y avait l'hôtel de la Station et puis il y avait l'auberge des 2 Lanternes. L'auberge des 2 Lanternes, en fait, ça marque sur ce plan d'histoire parce qu'elle accueillait des personnages célèbres. Maintenant, on ne considère pas l'auberge des 2 Lanternes comme un hôtel comme les autres. C'était un lieu de fine rencontre pour des intellectuels et de la haute gastronomie. Tandis que au Cap-Saint-Martin, il y avait, à part de la gare, qui avait un hôtel à la gare, il y avait, à Canton-Bélanger, il y avait l'hôtel, le propriétaire s'appelait Tanfam-Monette. Je ne sais pas si c'était son vrai nom, c'est le petit nom, mais c'était Tanfam-Monette. Il y avait l'hôtel, et puis c'est devenu la Feuille d'érable. Bien, maintenant, pour l'auberge de 2 Lanternes, il y a des personnages célèbres qui sont venus. Oui, il y a des personnages. Il y a Maurice Chevalier qui est là. Il y a Fernandel, je crois Fernandel, et puis il y a Saint-Exupéry qui était là. Ah! Ils sont tous visités, puis ils ont signé des livres d'art. Ah bon? C'est important. Par coïncidence, j'ai eu l'opportunité de tout faire ces relevés-là. Formidable. Maurice, écoute, c'est intéressant. Tu as tellement d'histoires à nous raconter. Il va falloir reprendre ça sur une base, avec une table ronde. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir intéressés, de nous avoir renseignés sur le Saint-Ésiard. Alors, tu es un pilier de Saint-Ésiard. On a seulement qu'effleuré. Oui, ça va faire plaisir. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, là. Elle aussi brigue le poste de députée de la circonscription de Fabre. Elle est du Parti libéral. Monique Sauvé, bienvenue à Laval et compagnie. Oh, merci. C'est très gentil. Par souci d'équité, je vais vous poser les mêmes questions que j'ai posées à votre opposant du Parti québécois. C'est très bien. C'est correct. Oui. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de votre parcours. Écoutez, je suis une femme de terrain, d'engagement, lavalloise d'abord. J'ai été avec ma famille, j'ai élevé mon grand garçon à Laval. Je réside à Laval depuis 25 ans. Pour moi, le parcours que j'ai, c'est celui de travailler pour les citoyens de Fabre. J'ai fondé le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval il y a 19 ans. Directrice pendant toutes ces années à travailler très fort, aider les jeunes de Laval, incluant les jeunes de Fabre, et faire en sorte que leurs préoccupations soient bien portées. Parce qu'au-delà d'être fondatrice et directrice du Carrefour, j'étais présidente du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec et je n'ai jamais eu peur de porter haut et fort ce qui interpelle les jeunes, les réalités difficiles qu'ils peuvent vivre aussi, quel que soit leur vécu, quelle que soit leur réalité. Dépeignez-moi un peu le portrait socio-économique et démographique de Fabre. Écoutez, il y a une telle richesse de diversité à tous les niveaux. Beaucoup de gens ignorent, entre autres, qu'à Fabre, il y a une réalité agricole importante. Et quand j'en parle, les gens sont un peu étonnés, mais c'est une richesse. Il y a des beaux fleurons à Fabre en matière d'agriculture. Donc, ça, c'est une réalité importante. Il y a bien sûr des familles qui sont très présentes, des jeunes familles, les communautés culturelles aussi qui sont très présentes. Alors, il y a une diversité au niveau des citoyens, les entreprises qui y sont. Les enjeux aussi. Les enjeux. Alors, moi, je vous dirais que je suis la candidate près des citoyens. Ma campagne, c'est basé sur ce que les citoyens de Fabre me disent. Bon. J'ai 4 enjeux locaux que je défends et qui me viennent de... Quels sont ces enjeux-là, justement? Je suis très contente que vous posiez la question. Alors, le premier enjeu, ce sont les zones inondables. Grand travail qui a été fait jusqu'à maintenant entre la Ville de Laval,
le gouvernement du Québec, donc les représentants du caucus à Laval. Et ça a permis des grands pas au niveau des résidents qui sont dans les zones inondables. Mais il reste des choses à faire. Et rapidement pour les 3 autres. Je veux juste vous dire que pour les zones inondables, ceux qui m'ont interpellé, ce sont les citoyens, comité de citoyens Laval-Ouest. C'est eux qui m'ont nommé cet enjeu-là. Parfait. Le deuxième, évidemment, la promotion des produits agricoles. Donc, j'ai rencontré des gens en horticulture, j'ai rencontré des gens très, très présents dans Fabre. Il faut mieux faire connaître les produits de qualité extraordinaire qui sont à Fabre. Le troisième, l'engorgement, transport en commun. Alors, qui touche toutes les circonscriptions aussi. Qui touche toutes les circonscriptions, mais particulièrement autour de la gare Sainte-Dorothée et le Bigra. Il y a vraiment, vraiment un grand achalandage et ça cause des engorgements. Et le dernier que je vais révéler très bientôt, donc vous avez une petite avance sur mon dernier enjeu, c'est d'explorer l'accès à des soins de santé pour les citoyens de Fabre. Alors, parce que ça manque dans la circonscription. Il y a eu une clinique à Laval-Ouest qui a fermé il y a quelques années et je veux explorer ça. Je veux vraiment sentir, les citoyens m'en parlent déjà. Dernière question. Fabre, c'est 54 km², plus de 60 000 électeurs. Oui, oui. En 49 ans d'histoire, il y a 31 années de ces années-là électorales qui ont été à des députés libéraux. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer avec vous? Bien, écoutez, pour la personne que je suis de conviction, de terrain, moi, c'est le terrain qui me mène. Je suis une candidate positive. Toute ma campagne démontre l'écoute que j'ai pour les citoyens. Je suis fondamentalement liée aux valeurs du Parti libéral, avec évidemment la justice sociale qui me tient bien à cœur et qui est liée à mon parcours. Alors, je pense que je peux être la personne sur le terrain pour les citoyens à porter leurs préoccupations à Québec. Regardez la caméra, je donne 30 secondes pour parler à vos citoyens, vos électeurs. Merci, merci de m'accueillir, merci de me dire vos préoccupations. Je les écoute, je les entends et je veux les porter loin dans les solutions. Faites-moi confiance. Ma campagne, c'est votre campagne et les solutions, ce seront vos solutions. Alors, il faut voter le 9 novembre. C'est important de voter. plq.org/Fabre pour tous les détails. Monique Sauvé, à quelques 24 heures de ces élections partielles. On vous souhaite bien sûr à vous, comme à tous les autres candidats, la meilleure des chances. Ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monique. Merci. Il est tout chaud, fraîchement sorti en DVD, le film Le Gaucher avec le très talentueux Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, c'est ça, oui. Gyllenhaal. Bonjour Nicolas Vincent Salut. Poirier. Alors, il offre encore une solide performance, notre Jake Gyllenhaal. Oui, tout à fait. Et je pense que de ce film-là, c'est lui qui s'en sort le mieux et c'est lui qui peut être nominé aux Oscars, entre autres, je pense, parce que sa performance, elle est vraiment très bonne. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bien, ça raconte l'histoire d'un boxeur extrêmement talentueux, mais qui a mangé un petit peu trop de coups à la tête. On voit qu'il n'est pas tout à fait là. T'sais, moi, il me faisait penser à certaines personnes que je connais à la fin d'un party. Ils sont un peu... tu vois qu'ils sont pas toutes là. C'est peut-être un peu comme Rocky. Rocky, ouais, mais Rocky, il était plus... je trouvais Rocky un petit peu plus sympathique, puis il est plus présent. Tandis que le personnage qui interprète Jake Gyllenhaal, il a juste pas l'air trop là. Il a mangé un petit peu trop de coups à la tête et sa vie bascule, sa blonde meurt, il a plus d'argent, il doit reprendre sa vie en main. Et en plus, bien, sa fille se fait prendre puis se fait amener, justement parce qu'il n'est pas capable de s'occuper de sa fille. Donc, c'est l'histoire d'un boxeur qui est au sommet, qui perd tout puis qui doit recommencer. Ça, c'est au début, parce que c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Oui, c'est ça. Okay. C'est dans la première demi-heure, première 40 minutes du film. C'est là que, vraiment, on comprend que... il y a du succès et que tout à coup, sa vie est chamboulée du jour au lendemain. Et ce qui est particulier, c'est que pour ceux qui ont aimé le film 8 Miles, qui raconte les débuts d'Eminem... Un excellent film. Un très bon film, mais c'est comme si c'était la suite. Je sais que ça n'a pas trop de logique, surtout pour un film de boxe, mais ce qui se passe, c'est que le scénariste de ce film-là, qui s'appelle Kurt Sutters, lui, il a écrit entre autres Sons of Anarchy, la télésérie, et il cherchait
un bon scénario pour un premier film. Et ça fait des années qu'il parle avec M&M de faire un projet ensemble. Et il a été comme un peu inspiré par la vie d'M&M, mais ce qui s'est passé après, techniquement, 8 Miles. Quand il a connu le succès. C'est ça. Depuis comme les 5-6 dernières années de sa vie, où, bon, il y a eu des bons coups et d'autres moins bons, et il s'est inspiré, il a fait une métaphore par rapport à la vie d'M&M, et c'est techniquement comme si c'était un peu la suite de 8 Miles, mais au lieu d'être un rappeur, eh bien, c'est un boxeur. La boxe, c'est une métaphore des combats de rap. Avec toi. Peut-être. J'ai pas appelé M&M pour y en parler. Peut-être que j'aurais dû le faire avant de venir Je te donnerai ici. son numéro. On OK. est bien proches, lui et moi. Mais il était censé de jouer le rôle titre, et finalement, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bien, parce qu'il fallait qu'il se concentre beaucoup plus sur sa carrière musicale. Il a fait une chanson, il y a une de ses chansons qui est dans le film. Et bon, comme tu l'as dit tantôt, ben, comment ça se fait? Ça ne doit pas être un si gros tournage que ça. Il Pourquoi? aurait pu prendre une petite pause de musique pour faire le tournage. C'est ça, mais quand on regarde un peu ce que Jake Gyllenhaal a passé au travers pour être capable d'interpréter ce rôle-là, c'est sûr que M&M l'aurait fait, il n'aurait pas été obligé de faire ça du tout. Mais quand même, Jake Gyllenhaal a fait 5 mois de boxe intense pour apprendre à boxer. Et il s'entraînait quelque chose comme 2 heures par jour à tous les jours. Grossir un peu, j'imagine. C'est ça, il a pris 15 livres de muscles très rapidement. Des fois, les acteurs peuvent tricher, puis pour des rôles où ils ont l'air vraiment costauds, ils peuvent prendre un peu plus de graisse que de muscle, mais lui, il n'a vraiment pas triché, c'est vraiment du muscle. OK, c'était combien de mois d'entraînement? 5 mois? 5 mois de boxe, mais pour ce qui est de l'entraînement, 2 heures par jour, je ne sais pas combien de temps qu'il a fait ça, mais c'est quand même assez intense. Surtout, si on prend le 2 ans, il a fait le film Nightcrawler, et pour ce film-là, il a perdu 30 livres quand même, là. Habituellement, c'est bon, ça, pour les nominations aux Oscars. Prendre et perdre du poids comme ça, c'est toujours gagnant. Oui, surtout, c'est sûr que ça peut aider, mais il est très particulier dans son rôle. Puis il passe vraiment d'un extrême à l'autre, Jake Gyllenhaal, dans à peu près tous ses rôles. Et ce film-là, écoute, c'est un bon film. Il y a les clichés qu'on retrouve habituellement, mais ce qui fait vraiment le charme de ce film-là, c'est vraiment l'interprétation de Jake Gyllenhaal. Parce que les critiques, j'ai entendu dire et lu que justement, on rentrait beaucoup dans les clichés, j'imagine, du film du genre boxe et tout ça. Ou c'est quoi les clichés nécessairement? Bien, on retrouve pas mal les mêmes clichés. Je veux dire, il se fait... il perd tout, il remonte au sommet Il finit glorieux et gagnant. Et là, finalement, on lui propose un match à la fin contre le gros méchant. Et puis là, il va accepter. Tu sais, bon, j'en dis pas plus, mais on peut très bien s'imaginer. Mais on peut passer au travers de ces clichés-là avec la performance de Jake Gyllenhaal. On aime ça, des fois, des clichés. Tu sais, ça nous réconforte, ça nous garde dans notre zone de confort. Oui, mais c'est un bon film, puis je le conseille vraiment à tout le monde. Mais à la base, si vous n'aimez pas les films de boxe, vous n'avez jamais aimé un, peut-être que c'est pas le bon film pour vous, mais sinon, c'est un très bon divertissement pour ce que c'est. On peut le louer maintenant sur Illico. Donc, je te remercie beaucoup, Nicolas, et ne louez pas ce film pour Rachel McAdams parce qu'elle n'a pas un très gros rôle. Merci. Bien voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre entreprise ou votre association. Voici les différentes façons pour joindre l'équipe de Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio et à nos chroniqueurs, de même qu'à notre équipe de production et de réalisation. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Tu vas régler ton petit rhume, toi, là? Oui, je pense que ça va me faire du bien. OK, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye-bye.